Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Purification par le feu. Martin et Jerry eurent beau combiner leurs efforts, ils durent accepter l'évidence. Cette porte ne s'ouvrirait jamais par la seule force des bras. Vaincre l'avant-garde de Robin s'était avéré une tâche assez simple. Mais pénétrer dans la tour de garde pour arrêter le félon semblait impossible à réussir sans l'aide du Tout-Puissant. Pendant la libération de décembre, l'effet de surprise avait suffi aux Minutemen pour forcer le passage. Mais cette nuit de juillet était bien différente. Leur ennemi était parfaitement au courant de leur arrivée. Aussi avait-il renforcé la porte de la tour avec de nombreux verrous, des planches de bois et des plaques d'acier. Jouer les assiégeants était un rôle qui ne plaisait pas à Martin, ni à aucun de ses amis d'ailleurs. Et il ne fallut pas longtemps avant que les dormeurs des rues alentours ne viennent pointer leur nez encore somnolents. Trop occupé à lutter contre l'indomptable porte de la tour, Martin ne prêta aucune attention aux curieux qui encerclaient le groupe. D'une oreille distraite, il distingua, au milieu des murmures des badauds, la forte voix de Kane Miller, qui les sommait de partir, de quitter leur maison, leur quartier, leur ville. Finalement, il suffit de quelques coups de feu et d'explosions au loin pour que la foule se disperse aussitôt. Et à peine une vingtaine de minutes plus tard, les Minutemen entendirent arriver la deuxième vague d'assaut. Attention, ils reviennent! Bordel, Charlène, avec moi. Martin, démerde-toi avec la porte. Faites-les pleurer. Kane, Charlène, en tirailleur. On devrait pas plutôt se mettre à couvert? Non, personne se cache. Ils se rapprochent. On attend, aucun ne doit s'en sortir. On les allume! Cessez le feu! Leur compte est bon. Martin, ça donne quoi avec la porte? Bah ça donne que dalle! Putain, on n'y arrivera jamais! Pousse-toi. Non, fais pas ça! Putain, Charlène! Préviens la prochaine fois! Désolé. Bordel! Les Minutemen marquèrent une courte pause pour réfléchir à la suite des événements. Et pendant qu'ils cogitaient, une voix familière résonna derrière eux. « Bester, c'est Johnson! Retiens tes gars, on va se montrer !» Les 4 Minutemen firent aussitôt volte-face. Martin et ses amis laissèrent cependant échapper des soupirs de soulagement en voyant apparaître le vieux commissaire Johnson au détour d'une ruelle, accompagné de 2 agents en uniforme. Tous les 3 avaient leurs bras bien levés. « Vous êtes tous là? Bon sang, j'ai jamais autant été heureux de vous voir. » Les mains des 3 nouveaux arrivants se baissèrent en même temps que les armes qui les pointaient. À l'exception de Charlène, qui reprit son rôle de sentinelle, les Minutemen formèrent un cercle, avec ce qui restait de la police de Walnut Grave. Monsieur Miller, vous avez un talent pour vous faire remarquer, semble-t-il. On n'a pas le temps. Maintenant, vous savez qui je suis. Oh, ça fait déjà un bon moment que je le sais. Franchement, mon gars, si on avait fait un sondage dans cette ville pour savoir qui se cachait sous le masque du justicier de la nuit, tu te serais retrouvé en seconde position derrière le fantôme de Guy Fawkes. Patron,
c'est Robin. Il est devenu complètement fou. Il a rameuté un paquet de dingues, il a tout le commissariat avec lui. Presque tout le commissariat. Ce sont ces deux-là qui sont venus me chercher. Sur le chemin, on a croisé ton ami, ce jeune flicard. Moore, c'est ça? Je pense pas qu'il s'attendait à voir ma carcasse déplumée dégainer plus vite que lui. On a entendu le bordel que vous avez mis et on s'est manié pour vous rejoindre. Il y a eu des explosions aussi. Qu'est-ce qui se passe? Si on le savait, on a bien des hypothèses. Le plus simple serait de poser la question au coupable. Mais il s'est bien barricadé, le salopard. Il nous faut Stone. Lui, il pourra nous apporter des informations. Les 3 Minutemen ne purent s'empêcher de sourire. Après avoir jeté un regard vers Charlène, Kane prit la parole. Disons que... William Stone ne va plus pouvoir nous dire grand-chose désormais. C'était pas très malin. Je ne vois pas Harry. Il est parti filer un coup de main aux gens du district Nord quand ça a commencé à barder là-bas. Il a bien fait. Soudainement, un nouveau son résonna dans la rue. Un vrombissement lointain, émanant du sud. À l'instar de ses compagnons, Martin tourna le regard et vit un nuage de poussière se former au bout de la rue. Les bourdonnements se rapprochaient. Le nuage prit rapidement la couleur jaunâtre de la lumière des réverbères avant de s'estomper pour laisser apparaître 2 formes gigantesques avançant côte à côte. Le justicier au costume vert sentit un frisson l'envahir. Son cœur se remit à tambouriner de plus en plus vite à mesure que les monstres approchaient. Il échangea un regard avec Jerry. Le militaire était livide. Derrière eux, Kane et Charlène avaient déjà commencé à reculer. 2 camions approchaient. La 3e vague. Les véhicules étaient recouverts de plaques de métal, leur donnant des airs de rhinocéros à moteur, crachant de sombres vapeurs derrière eux. Jerry se rapprocha des policiers pour les forcer à bouger, et ce fut à ce moment précis que Martin remarqua un canon au sommet de chacun des monstres de fer. Jerry? J'ai vu. Tout le monde à couvert. Putain, trop tard! Charlène, planque-toi! Des étincelles brillèrent dans la nuit. Le chaos se répandit dans toute la rue. Les coups de feu, encore éloignés, étaient accompagnés de centaines de sifflements qui passèrent autour des oreilles de Martin. Le bois des bâtiments de la rue vola en éclats. À son tour, paralysé par la peur, Martin vit un des policiers s'écrouler. Jerry empoigna le second avant de filer dans l'autre sens. Sur sa gauche, Johnson tomba à genoux. Par instinct, Bester se rua sur le vieux commissaire. Sa carabine toujours en main, il le poussa jusqu'à la devanture du Illwolf. Avant de bondir avec son imposant bagage sur les portes abattants du saloon, Martin entrevit derrière lui le second policier s'effondrer. Kane et Charlène ripostaient déjà au hasard, et Jerry sprintait en tous sens à la recherche d'une cachette. De l'autre côté de la rue, les chevaux infernaux n'étaient plus qu'à une vingtaine de yards de la tour de garde. Pour la première fois de sa vie, Martin Bester découvrait un Illwolf complètement vide. Une vision qui occupa ses pensées le temps d'un battement de paupières.
Il ressentit une vive douleur à l'épaule à cause de sa rencontre avec le plancher du saloon. Sous son poids, le commissaire Johnson gémissait. Martin ignora la mitraillade qui sévissait à l'extérieur. Le justicier au costume vert fit appel à toutes les forces qui lui restaient pour tirer son vieux mentor dans la pénombre. Il soupira en le relevant et l'installa sur une chaise. Ils avaient vraiment du temps à perdre à Fort Wayne pour inventer de telles abominations. Martin ne répondit pas. Il n'arrivait pas à détacher ses yeux du veston ensanglanté du commissaire. Ce dernier remarqua la frayeur qui envahissait l'ancien shérif. Va les rejoindre. Mais votre blessure, il faut que je m'occupe de vous. Je suis assez grand pour m'occuper de moi. Par contre, tes amis, j'en doute. Ils ont besoin de toi. Regarde-toi. T'as passé toutes ces années à essayer de te racheter. Pourtant, tu savais bien que c'était impossible. Ce que t'as fait à Carol Adams, c'était impardonnable. Et malgré ça, tu t'es entêté. Je suis fier de toi. Fier de vous tous. Mais plus encore, c'est toi et Harry qui m'avaient impressionné. Lui est parti sauver les siens et toi... Toi, tu vas faire de même. Martin sentit l'humidité gagner ses yeux. Il retint désespérément ses larmes. Le vacarme de la rue l'appelait. Lentement, le justicier s'éloigna du commissaire. D'un coup soudain, Johnson attrapa Martin par le col et le força à se rapprocher de son visage. Tu es le dernier. C'est toi le dernier flic intègre de cette ville. Montre-leur comment on rend justice à Walnut Grave. Entre deux sons de rafale, l'homme au costume vert songea à ses amis, à la terreur qui devait les habiter. Martin resta encore quelques secondes à admirer le commissaire à l'agonie. Puis, il se dirigea vers la sortie du saloon. Il voyait déjà, depuis les fenêtres, les éclairs qui volaient en tous sens dans la rue. Le tumulte des coups de feu agressait ses tympans. Avant de retourner au combat, l'ancien shérif jeta un dernier regard vers Johnson. Ce dernier, les mains serrées contre son ventre meurtri, l'observait également. Derrière ses rides, sa moustache grise et ses yeux mi-fermés, un air de fierté se discernait. Carabine en main, Martin poussa d'un coup d'épaule les battants du Hillwolf et se jeta à nouveau dans la bataille. D'un rapide coup d'œil, il entrevit, sur sa droite, ses amis abrités derrière des barricades de fortune. Kane et Charlène tenaient leur position, protégés par un petit muret qui faisait l'angle entre la tour de garde et l'immeuble de bureaux où reposait le corps de William Stone. Devant eux, Jerry avait retourné une charrette qui avait été délaissée par son propriétaire. Mais Martin fut rapidement attiré par les hurlements mécaniques provenant de sa gauche. Les deux monstres de fer étaient toujours là, invulnérables derrière leurs plaques d'acier. Les balles se contentaient de ricocher sur leur carapace et ne laissaient que de petites étincelles qui s'éteignaient aussitôt. Dans l'autre sens, les mitrailleuses des camions crachaient un flot intarissable de projectiles. Par centaines, les étoiles filantes se dispersaient dans toute la rue. Toujours spectateur du désastre, Martin vit perler depuis le ciel les premières braises emportées par le vent. Un avant-goût de l'enfer qu'était devenu le district nord. Son corps entier en sueur, Martin
actionna le levier de sa carabine et se prépara à tirer. La crosse contre l'épaule, son œil braqué sur la mire de son canon, il perdit encore quelques instants à observer les proies qui s'offraient à lui. Pris de front, les monstres de fer paraissaient invincibles, mais leurs flancs demeuraient exposés. Leurs plaques d'acier ne montaient pas assez haut pour protéger les mitrailleurs, les rendant tout à coup moins terrifiants. Il ne s'agissait que de simples boîtes de conserve. Martin se concentra. Pour Gardner. Et pour Johnson. Les deux chevaux infernaux restèrent figés, réduits au silence. Kane, Jerry et Charlène levèrent la tête, aussi surpris que Martin par ce calme si soudain. Soulagé, l'ancien shérif s'apprêtait à rejoindre ses compagnons quand un grondement sourd, accompagné d'un tremblement de terre, le gagna. Sans même avoir le temps de réagir, Martin se retrouva dans le noir le plus total. Quand les yeux de l'homme au costume vert se rouvrirent, ils lui renvoyèrent un épais brouillard jaunissant. Tous ses sens étaient dans un état de léthargie. Il ne comprenait pas les raisons qui l'avaient amené à se retrouver étendu au sol, au milieu de la rue centrale, sous une pluie de cendres rougissantes. La brume se dissipa lentement et laissa apparaître des formes obscures. Il vit Kane et Charlène se quereller au loin, tandis que Jerry bougeait ses lèvres en le regardant. Quelles que furent les paroles du militaire, Martin n'en perçut qu'un écho lointain. Un sifflement de plus en plus intense gagna les tympans de l'ancien shérif. Une gêne qui commença à le faire paniquer. Il essaya de se relever, mais l'emprise de Jerry était trop forte. Il ne voulait pas qu'il bouge. En posant son regard de toutes parts, il vit sur sa droite la tour de garde, toujours aussi sombre. Dans la direction opposée, il remarqua un tas de planches fumantes, là où jadis devait se trouver le Hillwolf. Alors qu'il essayait de rassembler ses esprits, Martin sentit un léger picotement attaquer son dos. Puis, des coups de poing frappèrent ses vertèbres, se transformant rapidement en de véritables coups de poignard. Il avait mal, de plus en plus mal, du haut de sa nuque jusqu'à ses chevilles. La douleur devint rapidement trop intense. Martin tenta de hurler. Rien ne sortit de sa bouche. Il réessaya plusieurs fois de crier, mais le sifflement était trop fort pour qu'il entende sa propre voix. Kane et Charlène le rejoignirent et l'empoignèrent à leur tour. Excité par les brûlures de son dos, le justicier se mit à gesticuler dans tous les sens. Il espérait se libérer de ses compagnons. Il voulait se lever, courir, s'enfuir. Il lui fallut jouer des mains et des pieds pendant une éternité, avant de se rendre compte de l'annonce macabre que son corps essayait de lui adresser.
cette douleur ne pouvait prendre fin que d'une seule manière, et ses amis ne pourraient l'en empêcher. Hurlant de plus belle, il essaya de prononcer les seules paroles qui lui venaient à l'esprit. Il revoyait Carole. C'était là le seul souhait de Martin, revoir une dernière fois celle qu'il n'avait plus le droit d'aimer. Après toutes ces années passées à espérer l'ultime délivrance, il se rendit compte qu'il était bien trop effrayé pour l'accepter. Entendre une dernière fois la voix de Carole, rien qu'un mot, avant de partir. Mais le Tout-Puissant semblait bien trop s'amuser à le harceler avec ce sifflement qui montait en crescendo. Martin continua de donner des coups au hasard, pendant que ses amis tentaient toujours de le maintenir immobile. Seul Jerry resta étrangement calme. Ses yeux étaient emplis d'une compassion qui ne suffit pas à apaiser les peurs de l'ancien shérif. D'un geste soudain, le militaire, resplendissant dans son uniforme rouge au milieu des flammes, enlaça Martin. Cette marque, si inattendue de douceur, paralysa l'homme au costume vert. Front à front, les deux amis laissèrent le temps filer. Cette ultime forme de sérénité aida Martin à supporter son destin. Ses yeux devinrent humides quand il vit Kane et Charlène les rejoindre et former une véritable carapace autour de Martin. Tous les trois lui donnaient l'impression qu'ils essayaient de le retenir ou de l'accompagner. Martin ne put retenir ses larmes en sentant la présence de ses amis. Il se laissa aller au ralentissement des battements de son cœur. Son front toujours collé à celui de Jerry, l'homme au costume vert ferma une dernière fois les yeux. Jusqu'au bout, il garda en tête cette image de ses amis dans son dernier soupir.